Salam alaikum, nouvel épisode aujourd'hui où nous allons parler de quelque chose que tout le monde me demande un petit peu, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'envers du décor du système bancaire. Alors, Nadia n'a pas fait tout faire en banque, à l'époque, elle avait un statut particulier, mais je pense qu'elle a quelques petits échos quand même, des collègues peut-être, elle sait peut-être un petit peu comment ça se passe en coulisses, on veut découvrir les coulisses du système bancaire un petit peu quand même. Donc du coup, merci Nadia, Dia salam alaikum, merci d'avoir encore répondu à cet appel. Ouais, allez. Et Nadia, dis-moi, quand un client à l'époque Ouais. s'asseyait devant toi, d'accord, et que tu tapes son nom sur l'ordinateur, concrètement, qu'est-ce qui s'affiche à l'écran? Est-ce que tu vois juste son solde ou est-ce qu'il y a des codes couleurs, des alertes, des notes cachées que nous, on ne voit pas? Alors tu vois tout, tu vois tout, ça tu plein de couleurs de toute façon, mais effectivement, tu as une interface. Après toutes les banques n'ont pas la même interface, mais dans on va dire dans l'ensemble, on a les mêmes informations, enfin on a chacun, le même type d'informations, on va dire. Ouais, quand tu ouvres, en fait, tu as, effectivement le solde, hein. Tu vois tout de suite le solde du compte du client, hein, donc déjà, si c'est à découvert, tu vois bien le découvert en rouge. Voilà, ou si c'est, les comptes en positif, tu les vois en vert, hein. Tu as accès à l'historique, à tout. Tu as une synthèse également de tout ce qui est épargne, les produits détenus. Tu vas avoir, bah, toutes les données d'identité, hein, c'est normal, hein, un onglet avec, les données, d'identité, l'emploi, l'âge, l'adresse, ce qu'on a, hein, même sans être dans la banque, hein, les interfaces clients aujourd'hui, c'est comme ça qu'elles sont aussi, qu'elles sont enfin la trame est la même, hein. Et puis après tu vas avoir aussi en banque des alertes, automatiques, donc enfin, tout de suite, c'est ce que je disais, hein, quand tu as un découvert, tu le découvert tout de suite avec un code couleur, rouge. Tu vois également les incidents de paiement. Tu as des petits, triangles avec incidents de paiement. Tout ce qui va être compte dormant, par exemple, compte qui ne fonctionne pas ou alors qu'il va falloir relancer ou tu sais, des fois, tu as des comptes courants, en fait, sur lesquels il y a pas d'opération. Tu as des petites alertes. Donc tu as plein de petites alertes qui viennent, si tu veux, mettre en avant les défauts, en fait, les défauts de certains comptes. Et puis, tu vas avoir alors, là, tu me dis, c'est quand on ouvre l'interface d'un client, le nom d'un client, qu'est-ce qu'on voit? Il faut savoir que nous, le matin, aussi, hein, quand j'étais conseillère, quand on arrivait, on faisait ce qu'on appelle des instances. Donc, tout de suite, dès que tu ouvres ton ordinateur, tu cliques dans l'instance, tu as tous les comptes clients, à surveiller en défaut, à découvert, rejet de prélèvement, enfin, prélèvement qui se présente à rejeter, tu dois prendre la décision, dès le matin. Donc tout de suite, Ça commence bien. ça commence bien. Voilà, tu commences par ça le matin, parce que tu dois décider, bah, si tu rejettes ou tu paies le prélèvement, ce qui se passe, appeler les clients pour savoir pourquoi il a découvert. Enfin voilà. Donc tu vois des alertes, tu en as un petit peu, partout. Tu as des codes couleurs, tu as des, triangles, et des messages, hein. Tu as régulièrement des messages d'alerte, pour t'informer qu'il y a, quelque chose qui va pas sur certains comptes, par exemple. D'accord. Donc, du coup, est-ce qu'il y a une zone de commentaires libres où les conseillers vont laisser une note sur le client du genre celui-là il est pénible, il pose trop de questions, il n'est pas solvable, lui c'est une machine à oseille. Est-ce qu'il y a ce genre de choses? Ouais. Alors il y a ce genre de choses. Alors par contre, mais voilà, on a si tu veux, un espèce de d'onglet, tu vois? Un peu comme notes, hein, quand on a sur l'ordinateur, hein, notes ou alors, commentaires, par exemple, commentaires sur enfin, quand sur le client, hein, ce genre de choses-là. Mais on n'a pas le droit de mettre n'importe quoi dedans, hein. Donc on peut effectivement, si tu veux, aller stipuler dans ces commentaires-là une situation qui peut être fragile, temporaire. Par exemple, quelqu'un qui va être en instance de divorce ou qui vient d'être licencié, qui explique pourquoi les comptes, par exemple, vont pas bien ou s'il y a d'autres soucis, hein. Donc là, oui, effectivement, il y a des zones commentaires. Par contre, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Je me rappelle à l'époque qu'on avait, ce qu'on appelle une liste noire. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Alors tout ce qui va être discriminant déjà, c'est, complètement, interdit. Mais voilà, un client qui pose, par exemple, trop de questions, ça risque de passer, hein. Ou réticent, un client qui peut être réticent aux offres. Ou un client, bah, par exemple, tu vois, quelqu'un, un musulman qui irait, en banque, et qui dirait: «Bah, moi, je veux pas des placements, parce qu'il y a de la riba dedans». Un conseiller aujourd'hui peut le stipuler en disant: «Ben voilà, pas besoin de proposer d'offres». Le client, n'accepte pas. Par contre, le mot musulman serait banni. On peut pas le mettre. On n'a pas le droit d'afficher ce genre de, D'accord. de d'éléments. Mais oui, ça existe et ça permet effectivement alors pourquoi je dis ça? Enfin, pourquoi c'est bien que ça existe aussi, hein. Alors, le but, c'est pas de ficher le client ou de, forcément, c'est vraiment
dans une optique de transparence parce que demain tu n'es pas là, tu es en congé, ou quelqu'un prend ton poste. On sait qu'il y a un turnover assez important, hein, en banque, au niveau des conseillers. Beh, ça permet en fait d'avoir, si tu veux, un petit peu la typologie du client, et certaines informations qui permettraient au conseiller qui reprend la main ou au conseiller qui gère le portefeuille pendant que toi tu n'es pas là, congé maternité, ou congé, hein, classique, d'avoir un point sur la situation qui peut être passagère, par exemple. Du coup, on parle de scoring bancaire ou de note de balle, d'accord? Donc, quels sont les critères qui font chuter cette note sans qu'on le sache? Est-ce que ce sont les paris sportifs, on peut le voir des fois, on voit Winamax, ces trucs comme ça, je sais pas, les découvertes, ou même trop de paiements Uber Eats, par exemple, qui peut jouer contre nous. Ou même des fois le fait de, je sais pas, peut-être de trop parler. Parce que, est-ce qu'on est obligé de trop parler, de tout dire au banquier? Alors, on n'est pas obligé de tout dire au banquier, hein, on a le droit de dire ce que l'on veut au banquier, hein. Donc, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de tout dire. Par contre, le banquier, aujourd'hui, hein, tu le sais, hein, même quand tu dis rien, c'est lui qui t'interroge, c'est lui qui vient te chercher. Donc, tu pas besoin de te présenter. Mais est-ce qu'on est obligé de répondre ou pas? Alors, vaut mieux répondre dans ton intérêt parce que si la situation n'est pas expliquée, tu sais qu'ils ont la main et qu'ils peuvent tout simplement, bloquer tes comptes ou faire, certaines déclarations. Effectivement, faut pas oublier qu'en tant que banquier, on est soumis à certaines règles, notamment quand on peut voir des flux qui sont, anormaux ou un comportement, qui peut être excessif, des flux anormaux entrant ou sortant, hein, des choses qui se passent sur le compte qui peuvent nous alerter, hein, et on est soumis, nous, ce que je te dis, hein, donc il y a un scoring bancaire, mais on est soumis aux notes BAL3. Et BAL3, c'est quoi déjà? Parce que, on parle de BAL3, on parle de pas mal de choses en banque, mais on ne sait pas concrètement ce que c'est. En fait, BAL3, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de règles, qui sont internationales, là, par contre, et qui va obliger les banques, en fait, à limiter, le risque en faisant cette espèce de scoring. On va noter les clients, justement, et ça va permettre aux banques de prendre une décision, une banque à ton prix ou particulier, hein, de les, noter et de prendre le moins de risques possible, en fonction de leur capacité de remboursement quand eux demandent un prêt, hein. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là. Mais effectivement, si demain tu as un taux d'endettement, qui est très important, par exemple, ou si tout était toujours à découvert, ou si par exemple, comme je te dis, tu as des entrées, des sorties d'argent qui sont anormales, par exemple quelqu'un qui ferait du black, ou alors, on l'a déjà vu dernièrement, hein, nous quand on manipule avec nos clients ou quand on veut faire de la crypto-monnaie, il suffit que tu fasses, des plateformes assez régulièrement, même en DCA, vers des plateformes par exemple, des exchanges décentraliser ce genre de choses, et tout de suite effectivement, ça peut venir dégrader un peu la note. Alors c'est au-delà de ça, un BAL3, si tu veux, c'est pas trop, les virements vers les exchanges, hein, qui viennent dégrader la note BAL3. Là, on est plutôt dans un critère de risque BAL3, hein. C'est plutôt, quelqu'un, comme tu disais, qui a un comportement, qui peut porter atteinte effectivement à la stabilité, de ses comptes bancaires ou si demain il venait à demander un crédit, remettre en question sa solvabilité. Donc c'est plutôt ça les critères BAL3, et effectivement, quelqu'un tu disais, tout à l'heure qui joue par exemple, enfin, en prenant l'exemple des paris sportifs ou ce genre de choses, ou des de dépenses trop régulières, quelqu'un qui serait, comment te dire? Addict au shopping ou ce genre de choses avec des dépenses assez régulières, des découvertes assez des découvertes, réguliers liés à ça, un comportement un petit peu, borderline, tu as effectivement ton scoring qui est dégradé par toutes ces alertes. Et aujourd'hui, avec l'algorithme, c'est encore pire, hein. C'est vrai que, ça se faisait déjà avant, mais j'imagine qu'avec l'algorithme, aujourd'hui, il est encore plus puissant et qu'aller contrôler, aller faire, une rétrospective des comptes bancaires, des relevés, ça doit être, facile. Faut rien. Donc, du coup, c'est ça, ce que je le posais. Est-ce que, parce qu'à l'époque, c'était le banquier qui décidait vraiment, c'était lui qui avait la main. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'algorithme qui décide. Est-ce que le conseiller, il a encore le pouvoir de forcer un dossier si l'ordinateur dit non? Ou, enfin, moi, c'est mon impression, est-ce qu'il est devenu juste un commercial? Parce qu'aujourd'hui, on voit en banque que des gens, ils vendent des produits qui n'ont rien à faire en banque. On voit des mutuelles, on voit je sais pas moi, des alarmes, on voit des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est devenu une boutique, quoi. C'est un shop. Et c'est plus... Ben oui, tu rigoles. Je pense que c'est vraiment ça. Ah moi, avant, on m'appelait là, Il n'y avait pas ça à l'époque. si, je vais te raconter, j'ai plein d'anecdotes comme ça justement. Si, ça a toujours existé. Alors là par contre, tu parles de 2 choses différentes. Là, tu me demandais déjà au départ si le conseiller avait, encore, un La main.
de décision, la main. Alors, il faut savoir que aujourd'hui comme avant, le conseiller avait la main jusqu'à certains niveaux. On avait des paliers en fait de décision. On était dans notre décision, donc accord conseiller. Ensuite, on avait accord directeur d'agence et ensuite accord au-delà de comité. Donc, si tu veux, à partir du moment où le dossier était a priori confort dans certains montants, avec un scoring, enfin un risque maîtrisé, on va dire, on décidait nous. Donc on avait ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les algorithmes, l'IA et compagnie, je pense que ils ont dû faciliter la tâche et tout numériser. Au conseiller, c'est peut-être plus nous aujourd'hui qui faisons les calculs. Avant, on faisait tout à la main les calculs. On remplissait des tableaux. Aujourd'hui, j'imagine que informatiquement, avec les algorithmes, c'est lui qui le fait. Donc, il va tout de suite l'algorithme, je pense, à la place du conseiller, dire oui ou non. Je suis plus dans la banque depuis un petit moment, hein, donc c'est pour ça que je dis ça. J'imagine que l'algorithme va décider. Et ensuite, le conseiller, bon, je le sais, hein, parce que je connais qu'il travaille encore en banque, le conseiller va tout simplement sur la base de ce scoring, hein, de cette décision prise, on va dire par un algorithme, aller étayer le dossier. C'est-à-dire que s'il y a un refus, mais qui peut s'expliquer par une situation particulière, le conseiller va apporter des informations complémentaires pour appuyer le dossier et faire peut-être que le client, si c'est un financement, soit financé. Donc, il a la main jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, c'est les algorithmes qui décident, mais enfin, si l'algorithme dit non, on a toujours une possibilité d'étayer un dossier et ça passe en comité ou à ce qu'on appelle une délégation supérieure, donc directeur d'agence qui déciderait ou autre. Mais enfin, voilà comment ça se passe. Ça s'est toujours passé comme ça. Il y a toujours la possibilité du coup. Exactement. Et après, la deuxième partie que tu évoquais, c'était de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il est plus, en gros, tu m'as déjà posé la question une fois et ça m'a fait sourire, est-ce qu'on est plus conseiller ou commercial? En gros. Oui. Et j'ai toujours dit, hein, moi je me rappelle que j'ai un client quand j'étais en banque qui disait, «Oui, maintenant on a l'impression que vous êtes tous des vendeurs de tapis». Et c'était vrai et moi mon père me le disait une fois, il me disait: «On va à la banque, en fait, on demande rien et on ressort, en fait, on nous a mis des trucs», il nous disait comme ça: «On nous a mis des trucs, on comprend rien du tout, on sait pas ce que c'est». Et moi, quand j'étais conseillère, je me rappelle qu'on avait, on avait ce qu'on appelait la multivente. Donc c'est-à-dire que quand on recevait un client, fallait pas vendre un produit, fallait faire de la multivente. On avait des challenges comme ça multivente et quand tu le faisais pas, en gros, tu te faisais taper sur les doigts et tu devais justifier pourquoi tu n'avais pas collé, certains produits qui allaient ensemble. Pour te dire, à l'époque, là, tu parles d'alarmes et compagnie. Moi, quand j'ai commencé à quitter la banque, on commençait seulement à mettre en place les alarmes. Nous, à l'époque, c'était même des magazines. C'était, je sais même plus quoi, des magazines de cuisine, de déco, qu'on devait, adosser, à certains produits. Donc, on devait faire de la multivente et mettre des magazines en plus. On leur disait: «Oui, c'est 3 mois gratuits» et après c'était payant. Dans l'optique que, le client oublie et que l'abonnement court. Donc tu vois? Et on devait voilà, qu'il fallait résilier au bout de 3 mois. Donc tu vois, c'était, et quand c'est pas dans ton éthique ou dans ta morale, je peux te dire que voilà, tu te manges des scuds et en plus de ça, enfin moi je me rappelle qu'on me disait que j'étais pas assistante sociale quoi. Donc au même titre que j'aimais pas faire des rejets, pour 16 € d'un prélèvement, un rejet qui coûtait 18 €. Hein, c'était ridicule pour moi. Je préfère payer la facture, du client plutôt que lui de mettre 18 € de frais. Voilà. Donc mais c'était pas aligné avec mes valeurs. Mais oui, à aujourd'hui, on nous demande de vendre. Enfin aujourd'hui, moi je suis plus dans le système bancaire, mais enfin même à mon époque, c'était, plus vendre, que conseiller. Le métier de conseil disparaît, on a l'impression. D'accord. C'est plus. Ouais, c'est plus de la vente, malheureusement. C'est une réalité et on avait la C'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance aujourd'hui à des banquiers, mais je pense que certains n'ont plus la compétence de conseiller comme à l'époque. Parce qu'on voit toujours le côté bancaire, le banquier en costard cravate, bien habillé ou la femme en tailleur et tout. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que il y a beaucoup sur le côté financier. Certains, c'est pas poussé. J'ai l'impression. Alors on apprend aux conseillers, on leur apprend souvent à vendre et non pas, la finance. Et je sais que même moi à l'époque, quand on faisait des formations, en fait, on survolait des choses. Tu vois? Par exemple, on va survoler le côté, prévoyance, on va survoler le côté, assurance. Bon, on passe des cartes, hein. Il y a des cartes, hein, là, ce qu'on appelle les cartes prévoyance, les cartes, IARD, hein. Mais c'est par exemple, moi quand j'étais en banque, on m'a jamais appris ce que c'était qu'une action, comment vendre une action, c'était quoi un PEA, c'était quoi un compte titre. En fait, tu apprenais sur le tas, mais on n'allait pas te former vraiment à la finance, hein. Tu avais pas ça, hein. Donc alors généralement, c'est parce que soit tu venais, logiquement, d'un BTS banque ou ce genre de choses, donc tu l'avais déjà peut-être appris à l'école, mais généralement, tu avais pas forcément de formation initiale, ou hormis, tu avais des formations produits de la banque, tu vois? Ça existe aussi, dans aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on n'a pas forcément des financiers, hein, qui travaillent dans les banques islamiques. On va, former les conseillers à vendre le produit de l'entité.
Voilà. C'est ça. Parce que j'ai remarqué que quand tu veux rentrer dans les détails, vu que maintenant on a un petit peu de bagage, et quand tu poses la question, Ça. c'est qu'on ETF, c'est sur quoi, etc., il y a quoi dedans, comment ça fonctionne, là, il y a un blanc. Là, Ça, parce qu'ils ont le bouton, ils doivent vendre le produit, mais ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça fonctionne, etc., quand tu rentres dans les détails, ben, tu sais, ah, ça manque de maîtrise, ça manque d'historique. C'est juste de vendre un produit que quelqu'un a déjà. c'est ça C'est, qui et frappe. voilà, c'est juste ça. Et avec quelques mots qui peuvent être complexes, mais quand toi tu rentres dans le jeu que tu connais, là, il y a un blanc, en fait. Et tu vois en face de toi quelqu'un qui connaît pas son produit et qui sait pas pourquoi tu le vends. Comme tu me disais à l'époque, tu connaissais des gens, des directeurs d'agence qui connaissaient pas qu'est-ce qu'est un ETF. Bah, C'était quand même. et si tu t'es dirigé par des gens qui savent même pas ce que enfin, en fait, on t'oblige à faire certaines choses, à vendre certains produits et compagnie. On te dit: «Mais c'est facile!» Ouais, bah, fais-le. Bah, il sait même pas ce que c'est lui. Enfin, c'est dingue, quoi. Ah, c'est Mais quand bon. même intéressant, hein. C'est marrant, c'est marrant. Du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, sur les actions particulières. Donc, en gros, parce qu'on a vu quand tu parlais de crypto tout à l'heure, quand, l'algorithme voit parce que je pense qu'ils ont les IBAN qui sont souvent vers Malte, etc., Oui. de crypto, de crypto.com ou de Kraken ou de Binance peut-être. Quand ils voient ces échanges-là, est-ce que ça va déclencher un sorte de red flag? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, enfin, c'est pas l'impression, c'est qu'en fait, je sais que les chiffres font que des milliards sont sortis des banques et se disent: «Oh punaise, ce gars-là ou cette nana, elle a compris». Est-ce que il y a quelque chose qui joue là-dessus? On est surveillé, on se dit: «Ah, eux là, lui non». Qu'est-ce qui se passe? Alors, attention, ça n si vous voulez si tu veux, oui, ça déclenche des red flags, mais complètement et de toute façon, on a déjà eu l'expérience, hein. Comme que bien, encore dernièrement là, oui, à partir du moment où tu sais, dès que tu vas, commencer à faire des opérations sur, des plateformes qui vont être non régulées, du type, enfin qui sont pas PSAN, on va dire, où on ça tout de suite ça alerte et on le voit qu'il y a des blocages, hein. Tu veux faire 3 000 ou 5 000 € vers une plateforme, par exemple crypto-monnaie, bah, tout de suite tu es bloqué. Tu peux pas la faire, tu dois justifier et même quand tu le fais, plusieurs fois parce que tu as envie d'investir une certaine somme dessus, ils te bloquent les fonds et on te demande de montrer patte blanche. C'est-à-dire que tu dois aller justifier l'origine des fonds qu'ils ont déjà, hein, parce que c'est dans leur banque, pourquoi tu veux faire ça, enfin voilà. Mais effectivement, dès que tu as, les virements vers Malte, enfin on les a vus, hein, les Sahel Wallet et compagnie à l'époque, c'est tout de suite, c'est suspect pour eux et voilà, ils bloquent. Pourquoi? Parce que pour eux, tu vois, on a toujours cette image, beaucoup, hein, le disaient, hein, la crypto-monnaie, c'est fait pour le blanchiment d'argent, c'est une économie parallèle, voilà. Donc automatiquement, cette idée-là, elle est aussi un petit peu, je vais te dire, enfin pas mise en avant, mais soutenue, par le système bancaire qui va tout simplement suspecter du blanchiment ou, tout simplement des flux qui peuvent être douteux, hein. Et là, ça entraîne, comme je te dis, des blocages de comptes, une demande, automatique de justification. Mmh. Ouais, ouais. Je sais que Ça nous embête, mais bon. mais bon, c'est bon signe, je dirais. C'est bon signe. Hem, alors, ça je sais que bon, ça fait un bout de temps que tu es plus dans le système bancaire, alhamdoulilah, mais je veux avoir ton avis quand même. Pour toi, enfin, selon toi, pardon, c'est quoi un bon client pour une banque en 2026? Est-ce que c'est celui qui a beaucoup d'argent et qui ne touche à rien, comme ça, voilà, ou c'est celui qui a découvert et paie des agios? Si tu peux expliquer, je pense savoir, on sait lequel, mais forcément. Non, mais je vais te dire les 2, mais pour 2 raisons différentes, hein. Ah oui. Regarde, tu vas voir tout de suite la logique. Non, mais j'ai Tu le sais, au titre de bon, les clients biches et qui sont stables et qui ont l'argent sur les comptes bancaires, ben, on sait très bien et on le dit sans arrêt, notre argent ne nous appartient pas quand c'est déposé sur les comptes. Qu'est-ce que fait la banque avec? Elle prête. Donc c'est c'est les fonds qui sont donc un client riche va déposer automatiquement ses fonds sur la banque, sur compte courant, sur différents livrets, des PEL et compagnie, il va avoir toute la panoplie. Mais cet argent-là, facialement on la voit, hein, mais à côté finalement, il y a, que 10 de ces fonds-là qui sont, enfin s'il y a un besoin demain, qui pourraient être, rendus. Le reste, enfin qui sont, on va dire provisionnés. Le reste, ils travaillent avec, hein, donc ça va être ce qui va financer, le crédit, hein, crédit à la consommation, le crédit, bancaire ou ce qui va financer également, on l'a vu par exemple pour le Livret A,
ça a été à un moment donné, tout ce qui a été, construction de logements sociaux et dernièrement, c'est aussi, l'armement, ou le réarmement, de la France, hein. Donc tu vois, le client lisse, mine de rien, rapporte à la banque quand même parce que cet argent-là, elle est utile. Ils travaillent avec cet argent-là et ils la font fructifier également. Et le client qui malheureusement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'exemple de, faire un rejet, de prélèvement, pour 16 € et ça coûte 18 €. Je peux te dire qu'un client qui est souvent, à découvert, alors qui est souvent découvert, et qui, malheureusement va avoir une succession, de frais, bah, ça reste rentable. Alors ça reste rentable à court terme, hein, pour la banque, hein, pas à long terme comme un client riche. Tu vois? Le client riche, ça va être plutôt à long terme parce que, bah, c'est rentable à long terme parce que cet argent-là, si elle est susceptible de rester régulièrement, de faire des petits et de travailler, eh ben, c'est tout bénef pour la banque. Par contre, un client pauvre, ça va, enfin pauvre, j'aime pas dire ça, un client qui va avoir, beaucoup de frais bancaires, on va dire, lui rapporte aussi à la banque, mais j'ai envie de te dire plutôt dans une optique court terme. Donc les 2, tu vois, rapportent à la banque, Ah, c'est vrai que j'ai vu, c'est des milliards d'agios, des milliards et des milliards qui rapportent. voilà. C'est pour ça qu'il y a, des règles bancaires qui ont été mises en place avec, des plafonds. On ne peut pas dépasser de prêts. Ça commençait à devenir, très exorbitant et les banques se gavaient, et abusaient et on ne peut pas mettre des clients dans des situations financières catastrophiques juste par le biais et le fait de frais. Et je te le disais tout à l'heure, on avait enfin, c'était illogique. Encore une fois, moi, je me suis tapé sur les doigts parce que j'ai laissé enfin, le client était à goût de découvert depuis un moment, et que j'avais un prélèvement, par exemple, de 16 € qui passait et les frais, en fait, de rejet étaient de 18 €. Mais Il n'est pas normal, je dis, on ne peut pas faire ça, ouais. mais ils disent: «Oui, mais il est quand même à découvert depuis tant de jours». Bah oui, mais bon, je préfère qu'elle soit payée plutôt que l'un dans l'autre et on va le débiter, on va le remettre à découvert encore donc arrêtez et en plus de ça, il y a des ajouts sur le découvert donc soit on est logique, soit on ne l'est pas mais en tout cas, dans les 2 cas, la banque se gave. Mmh. Exactement, d'accord. On va commencer à parler de choses un peu plus dark. On va dire comme ça. On va parler de Tracfin, le grand cauchemar, le truc que certains ne connaissent pas, que d'autres connaissent, craignent. Concrètement, comment ça se passe en interne? Est-ce qu'il y a une sirène qui sonne? Est-ce que c'est toi manuellement qui dois faire une déclaration de soupçon? Donc, dis-moi tout. Ouais. Alors je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui, hein, mais tu vois, oui, c'est comme ça aujourd'hui parce que moi, même si je suis pas banquière aujourd'hui, dans mon métier, je dois le faire aussi, Tracfin, parce que je gère l'argent, de clients. Donc je suis soumise aussi, aux déclarations Tracfin si effectivement que je vois que quelque chose, est suspect et c'est une obligation. On a des formations, tous les ans, sur ça, hein, la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, hein, tout ça, hein, ce qu'on appelle l'AB, on y est soumis à partir du moment alors il y a pas que moi, hein, il y a pas on pense aux banques seulement, mais c'est pas que les banques, hein, tout ce qui va être notaire, par exemple, tu vois? Des avocats, tous ceux qui gèrent, des fonds comme ça, des flux, heu, Même les avocats avec le... quoi, par exemple, fiscalistes, ce genre de choses, ouais, ouais, les notaires, on est soumis à Tracfin. Ah oui. Donc c'est pas on pense à la banque, voilà. Alors par contre Tracfin, c'est quoi Tracfin? Alors tout à l'heure, tu vois, on parlait de BAL3. BAL3, ce sont des règles qui sont internationales, hein, justement pour, obliger les banques à mettre des notes aux clients, pour pouvoir mesurer le risque en cas de prêt. La Tracfin, lui, c'est une cellule qui est française par contre, hein. C'est vraiment une cellule bien français. ouais, voilà, de renseignements financiers. Alors c'est, bien entendu, ça fait partie du ministère de l'économie, hein, et elle permet de lutter contre quoi? Donc je disais tout à l'heure, hein, nous on a ces obligations de formation tous les ans, hein. La lutte, le blanchiment d'argent, pardon, le financement du terrorisme, mais il y a pas que ça. Il y a, même moi pour une position fiscaliste, hein, il y a tout ce qui va être fraude, la fraude fiscale. Alors la fraude fiscale vraiment grave, hein, c'est-à-dire qu'avérée où on se rend compte qu'il y a des choses, voilà qui sont pas normales. Donc Tracfin, c'est déjà c'est ça. Alors te redire ce que ça veut dire exactement, Tracfin, le TR, je sais que c'est traitement, je sais plus quoi, des renseignements, mais je ne saurais pas te redire l'acronyme exactement. J'avoue que j'ai oublié aussi. Moi, les acronymes, voilà, ça fait 2 à chaque fois. Tu le sais en plus, surtout quand c'est en anglais. Un peu du mal. Mais concrètement en fait, donc je te disais, hein, tout à l'heure, les organismes financiers, enfin qui gèrent de l'argent, doivent signaler en fait, tous ces comportements-là, à Tracfin. Mais, dans une banque, c'est pas toi qui signales directement à Tracfin. Quand tu es au niveau conseiller, en fait, tu as, et encore aujourd'hui, pas que dans les banques, hein. Moi, par exemple, aujourd'hui, on a, ce qu'on appelle des comités de conformité. C'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire entre nous.
Voilà. Il y a un comité de conformité qui gère les risques, qui va gérer les risques dans une banque, par exemple, conformité risque et autres, au sein d'entités financières. Donc nous, on va faire une déclaration en disant ben voilà qu'on a une suspicion, peut-être parce que on voit des opérations douteuses, c'est-à-dire par exemple des rentrées d'argent régulières sans explication, alors qu'il ne s'agit pas du salaire du client, ou des retraits même assez régulières, ou des sommes assez bizarres, un comportement même du client qui peut être assez bizarre. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois, mais c'était en 2009. En fait, mon fils je me rappelle dans quelle banque j'étais, dans quel agent j'étais et parce que en fait, le client, détournait, des fonds de sa société là où il travaillait et il venait toutes les semaines déposer 2 000 €. C'était trop bizarre et on a fait, déclaration, au, comité de conformité qui a fait une enquête et qui a déclaré à Tracfin et heureusement le chef de tra enfin, ils ont refait le lien et en fait, il piquait, toutes les semaines 2 000 € dans la caisse de son entreprise. Donc tu vois, c'est ce genre d'opération-là, que l'on remonte, mais jamais nous directement à Tracfin, souvent via un comité de conformité qui lui après, fait sa petite enquête et remonte, plus haut à Tracfin, finalement. Ok, très bien. Donc, du coup, soyons cash, Nadia. Est-ce qu'il y a des profils, donc, du coup, non, il y a des profils types qui sont plus surveillés que d'autres. Et il y a des gens, donc, qui font des retraits d'espèces qui sont réguliers, qui sont importants, et les gens qui font aussi. Est-ce que les gens qui font aussi des envois ou vers le Maghreb, l'Afrique, ils sont surveillés? Oui. Ouais, ouais, justement, c'est ce que je te disais, hein. Les opérations, de certaines sommes qui régulières, surtout, vers des pays, alors il y a des pays aussi, il y a appelés liste noire, en fait, heu pas que, hein, mais quand on a des virements réguliers comme ça, ou des retraits d'espèces assez, récurrents, ou même, des réceptions de fonds, comme je te dis, hein, depuis des banques, par exemple, des trucs tout bêtes, hein, depuis des banques offshore ou, de comptes crypto-monnaies qui arriveraient régulièrement, enfin, tu vois, ce genre de choses. Ou alors, même autre chose, il y a pas mal d'opérations, on appelle la cavalerie ou ce genre d'opérations ou les ouvertures de compte, clôture de compte, tu vois, assez régulièrement. Le jour où je mets des fonds, voilà, je clôture, des trucs bizarres. Ça oui, c'est suspect. Donc tu as effectivement ça déclenche, des alertes automatiques. Nadia, dis-moi, donc, du coup, c'est une banque fait une déclaration entre actions, justement, par exemple, sur moi. Est-ce que elle va me le dire ou est-ce qu'elle doit continuer à me faire un beau sourire tout en peut-être en gelant mes comptes en coulisses ou faisant des actions comme ça? La banque, elle va continuer aux façades à communiquer et à se de façon normale, hein, voilà, sauf si la justice intervient, bien entendu. Par contre, non, c'est complètement interdit, il faut le savoir, hein, et nous, on nous le rappelle chaque année. À partir du moment où tu fais une déclaration Tracfin, le client, ne doit pas le savoir. Interdiction stricte de le dire au client. Donc non, non, faut pas le dire et même si les comptes sont bloqués, tu dois pas dire au client qu'on a informé Tracfin. D'accord. Ah non, tu as pas le droit. On a souvent l'impression que le conseiller veut notre bien, il est avec nous, etc. Ouais. Mais en arrière-boutique, comme tu l'as dit, il y a des quotas, il y a des ventes qu'il faut faire, etc. Est-ce que cela va bien le conseil? Parce que c'est un devoir de conseil à la base, non? Ouais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, effectivement, on a un devoir de conseil effectivement, et surtout, de pas faire il faut pas être en défaut de conseil, c'est plutôt ça que je dirais moi. Il faut faire très attention à ce qu'on fait ou normalement. Mais, comme tu disais tout à l'heure, oui, on a des quotas. Moi, j'ai connu la semaine du blanc, la semaine du noir, la semaine des assurances habitation, la semaine des assurances voitures, ce qu'on appelait la semaine, A4, c'était les voitures, la semaine, habitat, la semaine prévoyance. Donc, voilà, oui, on avait des quotas, en nombre de produits qu'on faisait avec des petits bâtons et pour te dire même, c'est terrible même dans les banques parce que tu as une pression mais pas possible, parce que, on va mettre sur le podium ceux qui ont le plus vendu. C'est-à-dire que quand tu arrives le matin, tu démarres toujours par une réunion, donc tu as, ceux qui ont plus vendu. Un petit briefing du matin. Sauf que sur le briefing, c'est un petit peu la compétition, tu vois? Tu arrives à être, vendeur, tu vois? C'est vendeur compétitif, c'est celui qui vendra à celui qui vend le plus. Donc forcément, qu'est-ce que ça fait? C'est ce que j'ai toujours dit moi, je ne me laisserai jamais driver par comme m'appelait l'assistante sociale. Je leur disais pardon, je me laisserai jamais driver par le vice des objectifs. Parce que c'est ce vice-là des objectifs où tout le monde va être en haut du podium, tu es en vert, hein, et puis bien entendu quand tu as levé un petit canard, on te met en rouge, hein. Mais je t'assure que je rigole pas. Donc on te descend, on limite, on humilie celui qui ne et on valorise celui qui dupe le client ou qui va aller dans l'intérêt de la banque.
Exactement. Tu vois, il y a beaucoup de turnover et pourquoi les conseillers, au bout d'un moment, lâchent. Parce que je peux te dire que quand tu fais 5 ans dans une banque à ce rythme-là, au bout d'un moment, tu envie de tu peux plus, quoi. Tu peux plus parce que, c'est affiché tout de suite. Heu J'espère que ça s'est amélioré, hein. Je suis plus dans la banque depuis là, un moment, mais je sais pas si ça s'est amélioré, si un c'est un s'ils ont pris ça en compte dans le bien-être au travail, mais c'est horrible. C'est la compétition, c'est des thèmes par semaine, c'est des podiums, donc forcément, le vice des objectifs te pousse à f être en défaut de conseil et à vendre tout à n'importe quoi, même si tu en as pas besoin. Ça m'est arrivé. Je me suis fait taper sur les doigts parce que le client est sorti sans que je lui fasse de mutuelle et quand on m'a demandé pourquoi, je dis: «Beh, il en a déjà une». On m'a dit je te l'ai déjà raconté plusieurs fois celle-ci. On m'a dit: «Oui, mais on s'en fiche, tu avais qu'à lui coller, il aura plus qu'à résilier la sienne». D'accord. Donc on va te forcer à mettre des trucs, de vendre des choses aux clients en savant pertinemment que c'est mauvais pour le client ou ça peut être, chargé de frais ou de trucs comme ça. Ah oui, alors oui, et puis les produits à frais cachés, alors on t'apprend à les vendre pour en dire le moins possible, tu vois? Donc tu dis pas au client qu'il y a des frais, et ça, c'est juste horrible quand tu sais ce que c'est. Voilà. Et si, forcément tu le dis, donc tu perds des ventes et puis, bah, on va te dire: «Bah, c'est de ta faute», alors moi ça m'est déjà arrivé, pas dans la banque, hein, en faisant de la gestion de patrimoine. Tu sais quand tu fais de la gestion de patrimoine, tu vois, tu dois donner les documents, aux clients, tu as les et compagnie et en fait moi on m'a toujours appris, hein, c'était comme ça, où, bah, quand tu proposes une solution et que la solution est signée, tu donnes les documents au client, notamment même la plaquette commerciale où tout est noté. Il y a les frais, il y a tout. Et j'étais, accompagnée d'une manageuse, qui me suivait, et qui avait des pratiques, enfin voilà, hein, je l'ai toujours dit, c'est pour ça qu'aussi j'ai quitté, certains cabinets, où, je me suis fait taper sur les doigts parce que j'ai eu le malheur de donner les documents au client. Il faut pas laisser les documents au client parce qu'il est susceptible de lire et de découvrir, bah, qu'il y a des frais et compagnie. Ah là, c'est obligatoire, si je me trompe. Voilà, donc en fait, quand tu es avec eux, tu es un peu sous pression. Moi, j'ai toujours, aimé être transparente, c'est-à-dire qu'au client, je lui donne les avantages, les inconvénients, les frais, la fiscalité. J'essaye de vraiment de faire toute la trame. C'est comme ça aujourd'hui que je travaille en tout cas, pour avoir déjà été avoir vu mes parents être lésés, surtout qui malheureusement, C'est voilà. ça que j'allais dire. Les personnes de 3e âge, un petit peu des fois, ils Mmh. peuvent profiter, langage technique, jouer un petit peu avec l'émotion. Et ça, je me rappelle, hein, j'étais jeune, hein, à avoir collé, un capital d'essai au lieu d'une garantie obsèque parce que tu as vu dans nos communautés, on veut être rapatrié au pays. Donc on voulait mettre de l'argent de côté pour être rapatrié. En fait, on leur colle, des choses du type capital d'essai, mais qui s'arrêtent à 60 ans. Et à 60 ans, on vous dit: «Votre contrat est fini, vous avez dépassé l'âge et tout». Moi, mes parents avaient donné 8 000 € à l'époque, 8 000 € de perdus. Et donc 8 000 € qui ont pas été mis de côté pour une garantie obsèque pour le rapatriement, mais qui ont été pris à la banque sous forme d'assurance, tu vois? Et on te t'explique pas, on te dit pas. Donc tu vois, moi, ça m'avait choqué. Je m'étais toujours dit que je resterais droite dans mes bottes, même si je travaillais à la banque, que je ferais attention à vraiment coller aux besoins du client et à pas faire de dérives. Et c'est pour ça que j'ai quitté la banque à un moment donné, puis qu'après je suis repartie dans la gestion de patrimoine et quand tu vois aussi qu'il y a des choses qui vont pas, bah, tu quittes les cabinets parce que on te demande d'appliquer la politique de la compagnie et limite des fois d'être borderline, même si on le sous-entend. Alors c'est pas tout le monde, attention, hein, mais tu peux avoir, des managers ou autres, qui ont parce qu'ils sont managers, donc eux aussi ont une obligation de résultat. Donc forcément, ben, ils te mettent la pression aussi pour que toi, bah, tu vendes, parce que c'est aussi leur commission à eux. Et en fait, bah, si tu les suis, tu fais n'importe quoi pas dans l'intérêt du client et je peux te dire que, tu te sens pas bien. Tu te sens pas forcément bien. Je sais pas, c'est ceux qui font ça, enfin et beaucoup le faisaient même et moi j'avais même d'autres collègues, ils rentraient dans leur tableau de commission, combien ils allaient gagner s'ils faisaient tel produit. C'est-à-dire qu'avant d'aller en rendez-vous, ils disaient pas: «Je vais faire des découvertes clients et je vais répondre aux besoins du client». Ils disaient: «Qu'est-ce que je vais coller au client?» Donc si je mets ça, je gagne tant. Si je mets ça, si je fais la SCPI, regarde, ça me rapporte tant. Si je mets une garantie, prévoyance machin, ça me rapporte tant. Et ils avaient préparé le package qu'ils allaient coller au client. C'était horrible. Et D'accord. là, je valorisais sous patrimoine, hein, donc c'était il y a pas Ouais, alors, ouais, j'imagine que c'est bien pire, en banque. Ouais, ouais, ouais. C'est malheureusement. je sais pas si vous découvrez un petit peu tout ça, mais c'est pour ça que je dis toujours Mmh. ouais, je vous dis toujours, il y a la meilleure personne pour vous, ça sera vous-même. Voilà. Ouais, être formé. Alors, en fait, quand on comprend, enfin, quand on se forme et qu'on a un minimum de connaissances financières, je peux te dire que le premier pimpin, un conseiller qui fait ça et qui essaie de tout vous coller enfin, vous êtes averti, vous savez qu'il y a des frais, donc vous allez automatiquement, vérifier. Vous avez une notion des produits, de ce que c'est, donc forcément, on tombe pas dans les pièges, hein. Vous allez le mettre dans les cordes, votre conseiller, moi je vous le dis. Il va être dans les cordes. Les conseillers, alors moi j'ai un plaisir à avoir des clients qui sont avertis. C'est quand tu discutes avec un client qui comprend tout ce que tu dis, c'est connaît ses pays compagnie, moi c'est facile pour moi. Donc c'est génial. Par contre pour d'autres conseillers, ça peut déranger. De se dire: «Mais mince, enfin». Il a Quand compris les frais, il a compris ceci, bah oui. alors par contre attention, là,
je tiens à être bienveillante quand même, hein, c'est pas tout le monde, hein, qui est comme ça, hein. Il y a malheureusement ce genre de dérive sur le terrain, mais il y a énormément de Des gens bien, ouais. voilà, qui font très, très bien leur travail. Le but, c'est pas de dire, «Attention, tout le monde est des escrocs», non, parce que, c'est comme on dit: «Les garagistes sont des escrocs, les banquiers sont des escrocs». Ça, c'est des idées reçues. Il y a, dans tout corps de métier, certains qui vont profiter et d'autres non. Donc moi, ce que je sais le message que j'essaie de donner, c'est pas, «Attention, toutes les banques sont des escrocs» ou voilà. C'est, formez-vous, soyez avisés et cette culture financière pour que, bah, demain, quand vous vous présentez, à la banque, le conseiller fait son travail, mais vous savez de quoi on vous parle Mais c'est et pas mieux, Nadia, un conseiller qui serait indépendant parce que lui, il y a personne qui le chapeaute, qui lui dit quoi faire, qu'un conseiller qui, lui, même s'il a une bonne volonté comme toi à l'époque, ben, on lui met une pression folle et il peut craquer au final. c'est pour ça que je te dis que j'ai quitté la gestion de patrimoine et je me suis mise à mon compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis plus drivée par le catalogue de l'entreprise et la politique de l'entreprise. À aujourd'hui, je suis indépendante. C'est-à-dire que quand le client a un besoin, bah, je vais aller chercher, répondre aux besoins avec des solutions, mais pas avec une seule entité. Et je travaille avec plein de partenaires. Du coup, j'ai aucun intérêt à privilégier certains par rapport à d'autres. Moi, c'est le client a besoin de ça. Est-ce que ce produit-là correspond Voilà, je vais aller chercher par rapport à l'objectif du client, la typologie, les moyens qu'il a, quel contrat dans quelle compagnie, avec quel partenaire je veux travailler pour répondre à la demande de ce client-là, tu vois? Et donc du coup, bah, je suis maquée avec personne et voilà, tu as pas de pression. Tu le fais vraiment dans l'intérêt du client et ça, c'est le top. Donc c'est important, n'hésitez surtout pas à nous dire si vous avez des sujets que vous voulez aborder, etc. Ça serait grand plaisir. Je sais que les gens se posent beaucoup de questions sur l'investissement halal, tout ce qui se passe dans les banques, la débancarisation, tout ce qui va être aussi lié à la fiscalité aussi. Parce que pour beaucoup de personnes, beaucoup de couples, c'est un gros problème. Ils se font vraiment siphonner, j'aime bien dire ce terme, leur argent. Ils comprennent pas toujours le pourquoi du comment. Donc n'hésitez pas à le faire, comme ça on pourra aborder certaines choses. Et je pense qu'on va sûrement aborder aussi le sujet de débancarisation, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Comment survivre, sortir du système bancaire et récupérer, avoir cette souveraineté financière, justement. Parce que voilà, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais le monde, il évolue et il y a des solutions pour pouvoir se débancariser, pouvoir exister sans forcément avoir une tierce partie qui peut être là et qui peut vous sauver, vous dire non, parce Alors que c'est compliqué aujourd'hui de demander certains montants à la banque. On a pu le voir où ça bloque, d'accord? On fait l'expérience, nous on le voit tellement souvent, parce que les clients le découvrent, hein, mais nous, c'est tellement notre quotidien que les gens sont pas habitués à qu'on leur dise non, et pour des montants qui peuvent être ridicules parfois, peut-être 4 000, 5 000 euros. Combien de fois on a vu des clients, ben, on était avec le client pétait les plombs parce que ouais, on pète il pète un câble et puis après on essaye d'aller: «Ben non, on va passer par Revolut, ben non, on va faire comme ci, on va faire comme ça». Bah oui, bah, on n'y arrive pas, tout nous bloque. Bah oui, parce que, enfin forcément, tu as des fonds qui sont transférés vers des exchanges, avec des, enfin des OPP étrangers donc MT, voilà, le fameux MT. Voilà, Malte. Donc oui, oui, non, mais pour même des sommes à 2 000, 3 000 €, des fois, ils vont te bloquer je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans, c'était sur plusieurs semaines, hein, 3 semaines avant qu'ils te rendent ton argent, qu'ils te les débloquent, donc du coup, tu passes à côté de certains investissements, tu investis pas au bon moment et tu pètes un câble encore. je me rappelle je me rappelle une cliente comme ça, ouais, qui avait des gros sous et ça veut rien dire. Elle a galéré. Ouais. Elle a galéré, c'était pas possible. Mais bon, et là, tu pètes les plombs. C'est clair que tu pètes les plombs. En tout cas, c'est incroyable ce que tu nous dis, Nadia. C'est vraiment intéressant. Et on comprend que la banque, c'est un jeu avec des règles qu'on nous donne jamais, d'accord? Toujours, on a des règles qui jouent un peu contre nous. Et si on connaît pas ces règles-là, les scoring, track fin, etc., on perd de l'avance. Et c'est pour ça que nous, on aborde tout ça, on discute, on forme nos élèves là-dessus, et on apprend à présenter leur compte pour qu'ils soient irréprochables, pour éviter aussi les blocages, pour avoir des solutions justement pour avoir le choix, d'accord? Et pour ceux qui ont un dossier grillé ou complexe, Nadia aussi, c'est vrai que Nadia là-dessus, a une expertise qui peut vous aider. Donc, vous pourrez aussi la contacter pour avoir peut-être du consulting, etc. Donc, Ouais. n'hésitez pas à faire appel à elle. N'oubliez pas aussi de vous abonner, je vous rappelle à chaque fois, à la chaîne Capital Éthique, à partager autour de vous, c'est important, parce que beaucoup de frères et sœurs, je le vois encore, quand on reçoit des appels, les gens ne savent pas comment investir de manière halal, ne savent pas gérer le patrimoine, se font carrément perdre de l'argent, font les mauvais choix. Et on va l'aborder aussi, ça aussi, lors de podcast, parce que les frais, etc., vous allez voir, vous allez être étonnés qu'on va entrer dans les détails. Elle rigole, Nadia, elle sait très bien pourquoi. Mmh. Voilà. Mais vous allez voir que
vous êtes perdant change, mais euh, éduquez-vous, c'est super important. Et je remercie Nadia vraiment pour ce boulot qu'elle fait et aussi pour son honnêteté parce que pourquoi aujourd'hui moi je collabore avec elle et que euh, je vais envoyer des clients vers elle et que beaucoup le font pareil, lui font confiance parce qu'on voit qu'une différence. Nadia, ce qui est bien, et c'est pas pour lui envoyer voilà des roses, hein, mais c'est vraiment au niveau des frais, des choses comme ça, elle va dans l'intérêt du client. Et ça, j'apprécie parce que vraiment, c'est quelqu'un qui va, voilà, faire en sorte que le client gagne. Voilà, de bien faire son métier, d'avoir aussi une bonne réputation, mais être aligné avec ses valeurs. Donc, c'est super important. Nadia, je te remercie pour ça. Et on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, plaisir. Je sens que ça va être intéressant, ça va me plaire. Ah, je le sens, oui. Ça va me plaire. On va parler de choses intéressantes. Je pense que tout ce qui va arriver, Inch'Allah, derrière vont me plaire. Je pense que faut qu'on aborde des choses qui fâchent un petit peu. On n'a pas... On a commencé. Il y en a beaucoup qui vont reprendre rendez-vous avec leur conseiller, avec la suite de cet épisode. Je pense, hein. Mais il va y avoir juste pour, en fait, ça va, tu vas voir que ça va dépoter. Alors, nous sommes vraiment désolés, on n'a pas pu aborder encore les lives, mais ça viendra. Vous serez avertis là-dessus, parce que madame est en déplacement. Et donc, du coup, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie d'avoir assisté encore à ce podcast. Déjà, merci encore une fois. Barakallahu fiki. Et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Salam alaikum. Oh, ça va, quoi.